Bienvenue à toutes et à tous. Si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de braver le froid. C'est super. Merci d'être là. Je m'appelle William Enan Goldsmith. J'ai le plaisir au quotidien d'animer, de coordonner les actions du mouvement UP. Je le fais avec l'aide de Simon, de Charlotte, de Laure, que vous avez pu croiser à l'accueil, ou sinon vous pouvez croiser toutes les semaines lors de nos événements. Alors, le mouvement UP, dont le groupe SOS est à l'initiative, pour vous expliquer en 2-3 mots de quoi il s'agit, on formule la promesse de livrer les clés au plus grand nombre, les clés pour comprendre le monde qui nous entoure, pour comprendre également les défis auxquels nous avons à faire face, et faire en sorte que pour le plus grand nombre puisse également se saisir des clés pour agir et pour devenir un acteur de ce qu'on appelle, en tout cas ce qu'on appelle de nos voeux, la transition socio-écologique, et pour pouvoir arriver à l'émergence d'un monde qui est plus inclusif, un monde qui est plus solidaire, un monde qui est plus résilient. Alors comment est-ce qu'on s'y prend au mouvement UP? On a mis en place des outils, on a des événements comme les conférences, donc l'événement qui nous réunit ce soir, avec chaque semaine la volonté de donner la parole à celles et ceux qui incarnent l'innovation, qu'elle soit sociale, environnementale, citoyenne, politique, économique. Si vous souhaitez en savoir plus, on a un site internet www.up-conférence.fr. On le fait également à travers des productions, par exemple Up le Mag, on a sorti un livre qui s'appelle Up to You, on a des vidéos qui sont publiées chaque semaine, des podcasts sur notre site internet avec cette idée que les témoignages que les intervenants des conférences font lors de nos événements doivent être mis à disposition également du plus grand nombre, donc on veut les diffuser très largement. Et puis enfin, on a un réseau social qui s'appelle Up Campus, dont certains d'entre vous font sans doute partie, qui réunit 130 000 membres. Ce sont les membres de la communauté UP et qui donne la possibilité à chacun de pouvoir interagir, se connecter et faire en sorte que la discussion ne s'arrête pas lors des événements et qu'elle puisse se poursuivre également lorsqu'il n'y a pas d'événement. Alors les conférences ne pourraient pas exister sans le soutien de nos précieux partenaires, et je tiens à remercier Accenture, Aviva, Bouygues Immobilier, la Ville de Paris, le Crédit Coopératif et Veolia, et je tiens également à remercier chaleureusement les équipes de la Bellevilloise, en l'occurrence Fernand et Hugues, qui nous accompagnent ce soir dans ce lieu magnifique et qui accueillent très régulièrement des conférences. Un grand merci à eux. Et je le disais tout à l'heure, les conférences sont organisées par le groupe SOS, qui est un acteur clé de l'entrepreneuriat social. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre organisation, c'est www.groupe-sos.org. Alors, le mouvement UP s'adresse à tous, donc vous êtes les bienvenus. Il s'adresse également et tout particulièrement aux porteurs de projets. Je le dis pour 2 raisons, c'est que d'une part, là c'est pour la petite minute promotion, on a un appel à candidature qui est en ligne sur Up Campus pour les porteurs de projets en herbe qui souhaitent se faire accompagner, pour ceux qui sont vraiment au début de leur existence. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur up-campus.org pour pouvoir candidater et pourquoi pas vous faire accompagner par les équipes du mouvement UP pendant 6 mois. Et puis également, je voulais en profiter parce qu'on a la chance ce soir d'avoir avec nous dans la salle 25 entrepreneurs qui sont des entrepreneurs un peu particuliers parce que d'une part, ils nous viennent de loin. Ils viennent de 9 pays différents, en l'occurrence le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Yémen, la Jordanie, le Liban, la Libye et la Palestine. Et ils sont à Paris parce qu'ils ont été sélectionnés parmi plus de 300 candidatures pour faire partie d'un programme qui s'appelle Saphir Lab. Saphir Lab, c'est un programme qui est organisé par l'Institut français et CFI et qui permet à ces entrepreneurs de pouvoir bénéficier pendant 1 semaine à Paris de conseils d'experts d'entrepreneuriat social qui leur permettent de rencontrer des acteurs de l'innovation, et on est ravis de les accueillir. Alors nous, aux conférences, on est très fiers d'être associés à ce programme avec nos amis de la Net Squad, de WeShare, de Make Sense, de Jinko, de Mediapart et de Bondinov. Et très simplement, ce que je vous propose, c'est pour leur donner un petit peu de courage et les encourager, c'est juste de les applaudir, ils sont là au premier rang. Alors, vous l'aurez compris, ils ne parlent pas tous français, donc il y a des interprètes qui sont présents dans la salle. Donc, voilà, on va faire en sorte de pouvoir parler de sorte à ce que ça soit également traduit de la façon la plus fidèle possible. Enfin, pour finir, si vous souhaitez en savoir plus sur les conférences, je le disais, on a un site internet qui est très bien fait. On a également les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube pour retrouver tous les contenus. Et puis ce soir, on a également un hashtag, comme toutes les soirées à notre conférence. Le hashtag, c'est UpConf.
Donc si vous souhaitez réagir en live sur les live tweets, eh bien vous n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Et puis si vous souhaitez poser des questions au cours de la conférence sur le live tweet, n'hésitez pas également, je ferai en sorte de consulter le plus régulièrement possible. Alors la conférence de ce soir, c'est une invitation à découvrir le parcours de 3 jeunes entrepreneurs qui vont me rejoindre sur scène dans quelques instants. Alors on a décidé de les inviter, de leur donner la parole parce qu'ils incarnent à leur façon un monde qui est en transition. C'est un monde qui nous semble, je pense que vous partagerez ce constat, de plus en plus complexe parfois. Complexe parce qu'on a une multiplication des crises. Elles sont sociales, elles sont environnementales, elles sont économiques, elles sont citoyennes. C'est un monde qui est complexe également parce que ces crises nous tiraillent entre la nécessité de répondre à des besoins urgents et également de réfléchir au long terme. Qu'est-ce qu'on peut laisser aux générations futures? Et donc face à ce constat, évidemment, qui à nos yeux nous paraît inquiétant, on voit qu'il y a des citoyens, de plus en plus de citoyens qui se mobilisent et qui décident de refuser de céder au fatalisme. Ils se mettent en action pour que le monde de demain puisse ressembler à l'image qu'ils s'en font, à savoir un monde qui rime davantage avec coopération que compétition. Et donc ils ont fait le choix de ne pas attendre que les solutions viennent d'en haut, ils ont décidé de se mettre en action et de faire en sorte de pouvoir apporter leur contribution à la société. Alors évidemment, il y a différentes façons de s'engager, et certains d'entre eux font le choix de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, avec ce qu'elle comporte évidemment comme risque, parce que ce n'est pas toujours une aventure de tout repos, mais également ce qu'elle comporte d'extraordinaires opportunités. Et c'est effectivement cette aventure dont vont venir nous parler ce soir Judith Taquien, Louisa Ménard et Martin Besson, qui vont me rejoindre sur scène, et je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Alors, Judith, Louisa, Martin, bonsoir. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes fondateurs respectivement de TOT, pour toi Judith, Citron, Louisa, et enfin Sans Un avec toi, Martin. Donc vous avez chacun accepté de jouer le jeu des conférences, donc de prendre la parole, et vous allez vous présenter votre parcours et nous expliquer pourquoi et comment vous êtes devenu entrepreneur. Alors moi j'ai pour ma part toute une batterie de questions que j'ai préparées en amont. Donc ce que je vous propose simplement, c'est de vous laisser guider, ne pas hésiter également à interpeller, à interagir, à prendre la parole quand vous sentez que vous avez quelque chose à dire. C'est convivial, c'est informel. Je vous propose qu'on se tutoie également. Moi j'ai déjà commencé, comme ça on se met bien dans l'ambiance. Et puis évidemment, dans une petite heure, on se tournera vers vous dans la salle pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je suis convaincu du fait qu'il y en aura. Moi, ma responsabilité, c'est simplement de faire en sorte qu'on termine à l'heure, donc un petit peu après 20h45, et puis de faire en sorte que chacun ait le temps de parler. Ça vous va? Ok. On va commencer. Alors déjà, première question, est-ce que vous vous connaissiez déjà, juste pour savoir? Ils étaient tous à peu près croisés. Voilà, à peu près croisés en fait des Tech Station F. Principalement Station F, d'accord. Okay. C'est un petit écosystème. Petit écosystème, et du coup vous allez quand même pouvoir en apprendre davantage les uns sur les autres ce soir. Judith, je propose qu'on commence par toi. Donc, tu es la cofondatrice de TOT. Alors quand on regarde sur internet, on lit que c'est une école diplômante de français qui s'adresse aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Déjà d'abord, TOT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce nom? Alors, Thoth, c'est un dieu égyptien, c'est un dieu très important dans l'Égypte antique, qui incarnait, qui a plein de fonctions, mais notamment qui incarnait le savoir, la connaissance, et qui, ne sachant pas trop que faire de ce savoir et de cette connaissance, et étant quand même missionné pour la propager, a inventé la langue et l'écriture. Donc c'est un dieu qui est porteur et qui est porteur de sens. Et l'autre élément pour Thoth, c'est aussi l'acronyme de transmettre un horizon à tous, ce qui est essentiel, parce que quand on parle d'exil et d'arriver ici, l'horizon est très bouché, et il s'agit de l'éclaircir. Alors justement, parle-nous un petit peu du besoin que tu avais identifié. C'est quoi la problématique à laquelle tu t'attaques avec Thoth? Alors, spécifiquement, Thoth, effectivement, c'est l'école de français diplômante pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, mais pour les réfugiés et les demandeurs d'asile qui n'étaient pas diplômés dans leur pays d'origine. Des personnes qui n'ont pas obtenu le baccalauréat, qui régulièrement sont allées, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont
parfois n'ont jamais tenu un stylo de leur vie, qui parfois sont allés en primaire, parfois à l'école coranique, mais c'est pas un enseignement qui est le même que, les attentes sont les mêmes que dans un enseignement classique, qui n'ont pas fini leur lycée. C'est des personnes qui viennent du Soudan, d'Afghanistan, du Tchad, du Mali, de Centrafrique, etc., et qui donc arrivent ici, et à leur arrivée ici, déjà l'accueil est catastrophique, puisque les gens passent à peu près systématiquement par la case dormir sur un matelas sous un pont à la Chapelle, et encore quand ils ont la chance de trouver un matelas, pendant des mois en attendant une évacuation. Puis faire une très longue demande d'asile qui peut prendre jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, et temps pendant lequel l'État ne leur propose absolument rien pour utiliser ce temps qui est quand même potentiellement fécond et qui est également un temps important pour eux, pour leur avenir. Et pour comprendre bien les codes, le langage, etc. Une fois que les gens passent au stade de réfugiés, là tout de suite ils tombent dans le droit commun et doivent donc trouver un travail. Or, impossible de trouver un travail quand on ne parle pas français, et à fortiori lorsqu'on n'a pas de diplôme à l'origine. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une formation diplômante de français langue étrangère, avec de vrais professeurs pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Alors ça, on va pouvoir y revenir plus dans le détail. Déjà, on est en quelle année lorsque TOT est créé? Alors TOT, on a créé la structure en 2015 et on a ouvert nos portes en octobre 2015 et on a ouvert nos portes en juin 2016. Voilà. Et l'autre enjeu sur lequel on a voulu traiter, qui est un enjeu en fait majeur et qui nous a un peu estomaqué au départ, c'est que les seules structures qui sont proposées à ces personnes en précarité, qu'ils soient du reste réfugiés ou demandeurs d'asile, ce sont des associations qui sont uniquement prises en main par des bénévoles non formés. Or, personnellement, j'ai appris des choses. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'histoire géo, j'ai appris les maths, j'ai appris la grammaire française avec de vrais professeurs. Et c'est pas parce qu'on parle français ou anglais qu'on peut être un professeur de français ou d'anglais. C'est un métier. Et en fait, il semble évident à tout le monde, y compris aux bénévoles, que ça suffit bien, puisque c'est des réfugiés. Il y a une espèce de décalage qui me semble très très étonnant. Et donc nous, on s'est chargé de normaliser les choses en proposant une structure avec des professeurs payés. Puisque si on demande aux gens de se mobiliser plusieurs heures par semaine pour une classe avec des objectifs ambitieux, eh bien on paye et on paye correctement. Je disais tout à l'heure que tu étais cofondatrice de TOT, donc tu as d'autres personnes qui se sont embarquées dans l'aventure avec toi, c'est ça? Alors dans un premier temps, j'ai créé TOT avec Héloïse Nio, qui était sur le campement sur lequel j'étais également et sur lequel j'ai passé plusieurs mois. Et donc je l'ai contactée parce qu'elle me semblait très pertinente dans sa manière de penser les choses sur l'accès, etc. Elle était très carrée, elle était ingénieure, donc elle avait un cerveau en forme de tableau Excel, ce qui est très très bien pour créer des choses. Et puis dans un second temps, on a rencontré toutes les deux Jennifer Leblond, qui gravite une sphère très semblable à celle que j'ai décrite, à Conférence, Michel, etc. Donc qui est très en lien avec toutes les structures d'entrepreneuriat social qui existent. Et donc ensemble on a créé ça. Voilà. Et puis on a évidemment aussi une personne qui ne fait pas partie du trio des cofondatrices, mais qui fait vraiment partie de la fondation de TOT et qui est directrice pédagogique et qui est experte en pédagogie. Alors si on rentre concrètement dans comment ça se passe, alors
quelqu'un arrive effectivement en France ou est en France depuis un moment, concrètement, comment est-ce qu'il peut avoir accès aux formations que vous proposez? Donc il y a un site internet, j'imagine. Comment ça se passe? Alors, on a un site internet, on a également une page Facebook qui est un peu une pierre tournante parce que c'est un peu la pierre angulaire du contact, puisque beaucoup de personnes en exil ont un Facebook, de même qu'ils ont un WhatsApp. Des éléments qui permettent de garder le lien quand même avec tout l'entourage. Il y a un très très gros bouche à oreille qui a lieu. Hélas, on ne peut pas répondre à toute la demande puisque là on a 6 classes à la fois par promotion. Donc on a 84 étudiants. Or, là par exemple à la dernière session d'inscription, on a eu en 48 heures 450 candidatures pour 84 places. Donc, il y a une demande qui est extrêmement forte et qui est liée à une réputation de stabilité, de dignité aussi, et puis d'excellence. Le fait même qu'il y ait un diplôme d'État reconnu partout dans le monde, signé par le recteur de Paris, qui est le DELF, que tout le monde passe à l'étranger, peut-être que vous l'avez passé. C'est quelque chose d'important, et d'ailleurs c'est très étonnant que l'ensemble des structures ne puissent pas proposer ça. Et comment est-ce que vous avez réussi justement, ça a l'air d'être un peu un tour de force, de faire en sorte que vous puissiez livrer des formations diplômantes? Ça a été quoi l'élément différenciant qui vous a permis de faire ça? L'élément différenciant lors du rendez-vous avec le rectorat, ça a été de dire qu'on voulait rendre digne le principe d'enseignement et d'apprentissage. Que donc on allait payer nos professeurs au prix d'une vacation universitaire, de 40 € l'heure, ce qui n'a jamais lieu ailleurs, de manière dingue une fois de plus, et qu'on allait se donner tous les moyens pour que ce soit une véritable école. Donc une véritable école, ce ne sont pas que un professeur par classe, un groupe stable, des horaires fixes, un lieu fixe, etc. C'est aussi un appareil qui entoure tout ça. Dans n'importe quelle école, il y a une infirmerie scolaire, il y a de l'orientation professionnelle, il y a des ateliers, etc. qui entourent les cours. Nous, on a une psychothérapeute qui est spécialisée dans les problématiques du post-trauma et de l'exil, ce qui est très important quand les gens, évidemment, arrivent pétris de problèmes et de douleurs, et en plus arrivent avec le stress de ne pas réussir à obtenir leur diplôme, à apprendre, etc. Donc il faut quand même donner les conditions pour que l'âme se déleste, qu'elle fasse entrer aussi les choses. On a une permanence sociale pour éliminer l'ensemble des problèmes qui, une fois de plus, pétrissent l'esprit de nos étudiants de A à Z. On a quand même pas mal d'étudiants qui ne sont même pas logés, les problèmes sont infinis. On a une permanence juridique, on a des ateliers d'orientation professionnelle avec une personne qui est salariée pour ça, qui voit individuellement chacun de nos étudiants également, en plus des ateliers d'introduction à ce que c'est que la vie professionnelle en France, comment on valorise un passé professionnel, comment on exprime des désirs, des aspirations, etc., etc. Créer un parcours professionnel ici, et puis les ateliers artistiques, les sorties culturelles, etc. Ça dure combien de temps en moyenne une formation au sein de TOT? Une formation chez TOT, on a fait en sorte que ce soit aussi court que possible, que les gens le plus rapidement possible aient justement ces clés d'autonomie et passent d'un niveau quasi 0, voire 0, à un niveau 1, qui est extrêmement libérateur. Et donc c'est 16 semaines de cours, donc incluant 160 heures de français, plus toutes les permanences. Et combien de formations, combien d'étudiants sont passés par TOT à ce jour? Là, on a près de 200 personnes qui sont venues chez nous et on a reçu nos résultats du DELF hier et bien, on a eu quand même, je suis un peu émue de le dire, mais 86% de diplômés et c'est quand même super parce que les gens sont vraiment pas dans des conditions optimales pour apprendre ça, ont un background qui est pas non plus
sur le papier favorable, mais il y a une volonté de leur part, et puis ça montre aussi que la communauté de cette structure qui fonctionne a des effets. C'est super, bravo. Les projets à venir pour TOT, j'imagine qu'ils sont innombrables, que tu as plein d'idées dans la tête, mais là, sur quoi est-ce que tu te concentres là pour les prochaines semaines, prochains mois? Alors, le premier projet, c'est déjà de retrouver un nouveau lieu, parce que, hélas, l'école qui nous héberge en ce moment, et qui est l'Alliance française, va devoir malheureusement récupérer l'entièreté de ses locaux pour faire des travaux. Donc là, on cherche de manière extrêmement urgente, si quelqu'un dans la salle a des pistes ou idées, je suis tout à fait preneuse. Pour nos 6 classes et nos bureaux, 2 bureaux. Et puis évidemment grandir, continuer de structurer, il ne faut pas grandir trop non plus, il ne faut pas qu'on explose, parce qu'il y a un supplément d'âme qui ne peut pas être maintenu au-delà d'un certain seuil critique. Mais grandir à l'intérieur de Paris déjà, augmenter un peu notre capacité d'accueil et ouvrir des antennes ailleurs. Super. Merci beaucoup Judith. On va pouvoir passer à toi Martin désormais. Donc, tu es le fondateur de Sansa, alors qui se fixe pour objectif, on va vraiment faire le plus synthétique possible, après on détaillera de rendre visibles les invisibles. Et donc courage à l'action. Et ok, très bien, merci. Première question toute simple, Sansa, ça veut dire quoi? C'est quoi Sansa? Déjà, je suis très ému que vous ayez rajouté le underscore après le A, parce qu'en fait c'est là où est toute la signification. Pour sans abri, sans argent, sans amitié, sans affection, sans amour. Et il y a le avec après justement, c'est avec l'histoire, de l'humour, de l'émotion, de la résilience, etc. D'accord. Alors Sansa, j'ai donné une phrase très très simple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi le projet qui se cache derrière ce nom? Sansa déjà c'est un média, donc c'est un média d'impact à la différence des médias qui sont plutôt généralistes et traditionnels. On a pour objectif d'informer sur une société qui est assez complexe, de rendre visibles les personnes qui sont invisibles. Donc au lieu de parler d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, par exemple, on va parler de Jean-Claude et de Charlotte. Jean-Claude qui est sans abri et Charlotte qui est une grand-mère seule dans la Creuse. L'envie, c'est en racontant ces histoires, de susciter de l'émotion, de l'impact et de se dire que Charlotte qui est seule va recevoir des lettres, elle ne sera peut-être plus seule après justement. Je pourrais faire cette analogie, je vous fais une analogie. Le monde est en train de brûler. Et si on prend tous un extincteur, un seau d'eau, etc., on peut l'éteindre, on peut améliorer véritablement notre condition, les conditions de la société. Alors, comment ça a commencé Sansa? Je crois qu'il y a une rencontre à l'origine, hein, c'est ça qui a été un petit peu le déclic, qui a motivé la création de Sansa. Alors Sansa, c'est né comment? C'est bien parce que c'était il y a à peu près 3 ans, donc c'était des années un peu idiotes de mon adolescence. Rappelez-nous, tu as quel âge? J'ai 22 ans, donc c'était il y a 4 ans, c'est pour ça que je suis... Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait virer de mon lycée pour un trafic de cigarettes électroniques. Aïe aïe aïe. C'est pas mal. Ce qui est encore plus drôle, pour montrer l'agacement de mes parents, c'est qu'en fait, le lycée en question était le client de mon père qui était commissaire au compte expert comptable. J'ai aussi perdu le client. Pas mal, bien joué. On fait un petit doublé. Et derrière, je me suis demandé, écoute, tu viens de te faire virer pour de multiples fois de collège-lycée, tes parents en ont marre, qu'est-ce que tu vas faire? On dit, tu vas aller en bac pro vente, hein, tu sais vendre des clubs, tu vas vendre autre chose. Et puis là, je me suis demandé comment je pouvais agir finalement pour les autres, parce que je suis incapable de réussir en cours, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, je vais passer une semaine dans la rue comme un sans-abri pour comprendre les besoins, plutôt que de me mettre à leur place. Je me suis dit, je vais le vivre et comme ça, je vais trouver une solution. Et je me suis installé rue Saint-Guillaume, près de Sciences Po. Donc tout le monde sortait, etc. C'était le choc des civilisations. Et en fait, ces personnes, quand on est dans la rue, quand une personne est sans abri ou même exclue, on ne fait pas attention à elle. Déjà, c'est pas forcément marqué sur son front ses souffrances, ses peines, ni ses espoirs d'ailleurs. Et si on va un peu plus loin et qu'on creuse et qu'on discute, on peut déjà on vient pas du réconfort. C'est une relation qui se crée, donc c'est pas le aidant aidé, mais une amitié qui peut se créer. Donc j'encourage tout le monde. Quand vous voyez une personne sans abri dans la rue, près de chez vous, allez lui dire juste un bonjour, puis après comment ça va, puis quel est votre prénom, et puis après aller prendre des cafés, discuter, lui apporter un magazine, un journal. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir, ça va se faire doucement, mais c'est une relation qui va énormément vous apporter, vous allez énormément lui apporter. Et tout ça pour dire que
quand j'étais à ce moment-là dans la rue, je me suis rendu compte en fait, que j'étais un peu la pire des merdes en fait. Personne ne faisait attention, personne ne se posait la question pourquoi il y avait un mec prépubère dans la rue en face de Sciences Po quoi. Pourquoi Ça se je me suis dit, bah, si les gens connaissaient mon histoire, en fait, ils savaient que j'étais en train de faire une expérience sociale pour dire que les mecs près de la rue Saint-Guillaume ne font pas trop attention à ça, bah, que ça peut peut-être changer les choses. Alors pour bien comprendre, Sansa, c'est un média qui est en ligne, du coup on peut consulter sur le site de Sansa. Est-ce que tu as peut-être une histoire qui t'a particulièrement touché récemment, c'est dur de faire un choix évidemment, mais pour comprendre aussi ce que vous racontez dans Sansa? Vu que je suis un peu dans l'exagération, je peux en avoir deux ou pas? Ouais, vas-y, merci. Alors on a un journaliste reporter qui s'appelle Guillaume Estivi et son père est médecin de campagne dans la Creuse et il avait une patiente qui s'appelle Charlotte. Et Charlotte, c'est une grand-mère qui vit seule. Et ce qui est assez touchant avec Charlotte, c'est qu'elle vit dans une maison, en fait, c'est un peu... vous connaissez pas des tantes ou des oncles en fait, qui stockent tout, qui gardent tout. Leurs petites babioles qu'ils ont eues il y a 50 ans, etc. Bah, Charlotte, c'est ça. Elle a une espèce de caverne remplie de trésors et elle voyage un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'elle nous raconte l'histoire de ce point américain, de ses cannes de famille. Et puis en fait, Charlotte, elle me dit bah, je ne reçois que des factures et des impôts. Pas de lettres. Son fils, elle a perdu l'un de ses fils et son mari, et il y a un de ses fils qui vient la voir toutes les semaines. Ça lui arrive de ne pas parler en fait, pendant une semaine entière. Et à un moment, là, on publie son portrait, donc il est vu des milliers de fois, et on a une personne au Japon qui nous dit j'aimerais bien lui envoyer une lettre. Nous on se dit c'est une super idée, donc on mobilise toute la communauté sur les réseaux sociaux puisqu'on fonctionne avec les réseaux sociaux qui sont un peu un catalyseur de rencontres, d'énergie, d'impact, puisque quand on mobilise la foule, bah, ça fait de belles choses. Et là on reçoit une lettre du Japon, puis de l'île Maurice, du Brésil, de la République du Mali, d'Allemagne, d'Estonie, de Serbie, de France, de Belgique, d'Italie, un peu partout. Du coup, on envoie ça à Charlotte, et puis Charlotte, elle aime aussi beaucoup Frédéric Lopez, donc on a demandé à Frédéric Lopez et à Raphaël de Casabianca de faire une vidéo, pour elle spécifiquement. Donc imaginez la vieille dame qui pense en fait que personne ne se soucie d'elle, qui reçoit des lettres du monde entier, de gens qu'elle connaît absolument pas, et en plus de Raphaël de Casabianca et Frédéric Lopez, ses idoles qu'elle adore. Donc elle était super émue, et j'ai pas vraiment envie que l'aventure elle se termine là, donc j'ai donné une espèce de conférence pour plein de gens et je les encourage aussi à écrire, regarder ce documentaire et même juste à se dire la personne qui est en face de chez vous, sur votre palier, votre voisine, vous voyez qui est peut-être un peu aigrie, etc. Bah, juste d'aller la voir, discuter un bonjour, vous voulez venir prendre un café, discuter, etc. Déjà en fait on se plaint de ne pas avoir de temps. Et si on prenait le temps en fait pour en donner à ceux qui en ont trop, parce qu'on va en gagner, parce qu'on va apprendre plein de choses, et en plus on va aider une personne. Et ensuite, l'autre histoire, c'est celle de Jean-Claude. Il est dans la rue depuis 30 ans. Il a vu toutes les galères, il a vu des enfants du quartier un peu de Vénérance, c'est un peu le côté un peu iconique, c'est un peu le sans-abri du quartier. Et puis on vient le voir, il nous propose à boire, on réalise son portrait, on lui demande ce qu'il aime parce qu'on a envie de soutenir aussi ces personnes. Et là, il nous dit qu'il veut un yacht. Et moi je lui dis que j'aimerais beaucoup un appart et que mes parents arrêtent de me financer. Et donc on lui dit bah écoute c'est pas possible, mais qu'aimerais-tu? Il nous dit bah une canne à pêche pour aller pêcher, moi m'ennuyer. Donc là on se dit mais c'est super, on mobilise pareil la communauté et on reçoit pas qu'une canne à pêche, on va recevoir une boîte de pêche qui vient du Tarn. Une personne de la communauté s'est spécialement déplacée pour aller voir une amie et dit bah je vais aller faire un crochet pour aller voir Jean-Claude. Des chaussettes, une parka, un téléphone, une radio. Donc Jean-Claude c'est un peu le mec qui est... Les voisins venaient le voir, il lui donnait des aubergines, et lui il n'aime pas les aubergines, donc il les donnait à son chien. Et là en fait il a demandé quelque chose et il est heureux de l'avoir reçu. En plus c'est pas, c'est des beaux objets, ça lui fait plaisir, donc la considération. Et donc le temps passe, Jean-Claude est toujours dans la rue, il est une espèce de décollement de poumon parce qu'il fume des espèces de Winston, mais pas avec le filtre, hein. Non, lui il l'arrache, parce qu'il n'y a pas assez de coups. Il est malade, et là on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. On dit bah, si on lançait une cagnotte pour collecter 2000 €, comme ça Jean-Claude il est hébergé, les associations prendront le relais, et puis ça ira mieux. Et en fait, au lieu de collecter 2000 €, l'objet initial, on a collecté 5000 € en 3 jours. Basé sur parce que simplement on a présenté l'histoire, parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y avait une rencontre aussi entre la communauté et les gens qui voyaient Jean-Claude, en fait, qui ont appris à le connaître à travers ce que l'on faisait.
Du coup, Jean-Claude, il a été hébergé dans un camping avec son chien, on a fait les courses, on lui a acheté une télévision. Et puis en fait, maintenant, il est durablement relogé dans un centre Emmaüs, où il a son studio, et avec son chien, il a diminué sa consommation de cigarettes, c'est qu'il fume des roulés, quoi. Vous imaginez le truc, il fume des roulés, 2 paquets de gitane, passer à des roulés, du stop, c'est plutôt pas mal. Et il a complètement arrêté de boire, après 30 ans de rue. Et en plus, là, il est en train de faire sa demande pour avoir un vrai logement, son vrai appartement. Épatant. Tu parlais d'une communauté, donc il y a une communauté de journalistes, une communauté de lecteurs. Ça représente combien de personnes, aussi bien pour les journalistes que pour les lecteurs de Sans Arrêt? Ça représente à peu près 20 000 personnes. On a 20 000 personnes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je compte sur vous pour prendre vos smartphones, d'ouvrir Facebook, de taper Sans Arrêt et de liker la page, ou même de voir les dernières actualités. On a sorti une nouvelle saison. Mais ces 20 000 personnes, majoritairement des jeunes, donc on pense que les jeunes n'en ont rien à foutre de la société, que ça les intéresse pas, etc. C'est faux. 53% de notre audience est des 18-34 ans. C'est-à-dire que ça les intéresse et qu'ils sont sensibles à ça. Et puis des journalistes, on a une quarantaine, voire cinquantaine de journalistes, de designers, d'illustrateurs qui gravitent autour pour apporter leurs pattes et leur coup de main. Alors la question peut-être qui fâche un peu, c'est qu'un média en France, mais d'ailleurs un peu partout, hein, c'est pas évident à faire vivre un média. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne pour Sans Arrêt? Je confirme que c'est pas évident. Ouais. C'est assez simple. C'est une phrase que je répète assez souvent de manière un peu cynique, mais je suppose que dans la salle, personne serait prêt à payer 9,99€ pour découvrir des histoires de putes, de clodo et de clandés, quoi, en fait. Enfin, personne serait prêt à payer 9,99€ pour ça, et pas même moi, en fait. Pourquoi? Parce que l'information aujourd'hui, ça a un coût, c'est extrêmement cher, c'est pas abordable pour un certain nombre de personnes en France. Pour bien s'informer, en fait, il faudrait limite payer 70 à 80€ par mois pour avoir plusieurs sources d'information. 70 à 80€ par mois, c'est quand même le prix d'un pass Navigo. Et on sait que c'est quand même compliqué pour certaines familles qui pourtant devraient avoir accès à ces sources d'information de le payer. Du coup, on n'a pas d'abonnement, on n'a pas de publicité, parce qu'on n'a pas non plus envie de... Ce serait quand même super comique sur le portrait de Jean-Claude d'avoir une pub Chanel à côté, quoi. Du coup, on a créé une agence de communication solidaire qui exploite en fait les compétences des différents journalistes et de ce que l'on sait faire et propose à des marques comme la Fondation Caritas, la Fondation Les Petits Frères des Beaux, la Fondation La France Engage, d'autres startups, etc. sur le principe de dire, quand vous allez faire travailler une grosse agence de publicité, vous allez payer très cher, vous n'allez pas savoir où va l'argent. Avec nous, on fait votre réalisation, on paye les personnes qui produisent cette réalisation, et surtout, l'argent est derrière dans le Sans Arrêt. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. L'agence finance le média, qui alimente en idées, en créativité, etc. De ce que tu arrives à en voir, c'est quoi l'avenir pour Sans Arrêt, les prochains projets en ce qui te concerne? Prochain projet, c'est de développer une plateforme participative où les gens peuvent proposer des sujets, voter pour les sujets, les financer, suivre leur réalisation, donc amener un peu plus de pédagogie et d'humilité dans le monde du journalisme. Ce serait de faire, ça c'est un peu un de mes rêves, ce serait de faire une conférence TEDx, mais en fait qu'avec des invisibles, où Charlotte monte sur scène, Jean-Claude aussi, avec des entrepreneurs sociaux comme Tom, sur le principe de dire si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire aujourd'hui, tout le monde pourrait apporter ses compétences et son énergie. Mais on aimerait beaucoup en fait faire un magazine papier, mais pas basé sur Sans Arrêt, mais distribué par des personnes sans abri, correctement rémunérées, bien rémunérées en fait, c'est-à-dire que ce ne serait pas à vous de l'acheter, en fait, ils vous le distribuent, mais c'est financé par la publicité, par de publicité responsable, par des projets, des idées, etc. Merci beaucoup Martin. Merci. On va pouvoir passer à toi Louisa, donc avec toi et Citron, qui est le projet que tu as cofondé. On entre dans un autre univers qui est l'univers de l'intelligence artificielle, l'univers des chatbots. Alors déjà, pour remettre tout le monde peut-être à niveau, est-ce que tu peux nous redire en quelques mots simplement ce que c'est un chatbot, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ouais. Alors un chatbot, c'est la combinaison de deux mots, chat et robot. Donc c'est un robot avec qui on discute. Un des premiers chatbots qu'on a quasiment tous utilisé, c'était Clippy sur Word, en bas à droite, avec qui on pouvait discuter et qui répondait automatiquement. C'est le petit trombone, c'est ça? Exactement. Ouais. Clippy. Ouais. D'accord, donc ça c'est un chatbot, et donc ça prend quelle forme en fait? Là aujourd'hui, tu parles de ce qu'on a tous connu sur Word, mais aujourd'hui où est-ce qu'on peut trouver des chatbots? Aujourd'hui, la plupart sont sur Facebook, Messenger, il y en a aussi sur les sites internet, en bas à droite, des petits pop-up avec qui on discute. Il y a sur Skype, il y a sur Slack, ça arrive sur WhatsApp, enfin il y a plein de choses qui arrivent. D'accord. Alors donc Citron, je le disais tout à l'heure, c'est justement un chatbot qui est disponible sur Facebook Messenger.
Alors la mission de Citron, c'est de faire des recommandations. C'est des recommandations de sortie, ça peut être pour des bars, ça peut être pour des restaurants, ça peut être pour des boîtes de nuit aux utilisateurs. Et donc ça se base sur les questions que le chatbot va poser aux utilisateurs. Et donc en fonction des réponses qu'il donne, le chatbot va pouvoir cibler au mieux les recommandations. Concrètement, en fait, voilà, comment ça se passe quand on arrive sur Facebook Messenger et qu'on a envie de trouver une idée de sortie. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Bien sûr. Alors, donc, on ouvre un nouvel onglet, et comme si moi j'allais discuter avec Martin, je vais rentrer Meet Citron, donc MET Citron, et j'entame une discussion en langage naturel, comme si je parlais avec un copain, qui va me poser plein de questions. Il recommande même des poèmes aujourd'hui, pas que des endroits de sortie. Et on discute avec lui, et au fur et à mesure, on va lui dire ce qu'on veut, bar ou restaurant, partout dans le monde, en français ou en anglais. Et il répond, il nous recommande des lieux. Et en fonction de nos retours, en fonction de qui on est, en fonction de l'âge qu'on a, avec qui on y va, etc., il va faire des recommandations les plus pertinentes possibles. Et alors, en quoi est-ce que Citron, du coup, se distingue d'un autre site? Alors, je dis ça un petit peu au hasard, mais par exemple le TripAdvisor qui va référencer des restaurants, qui va référencer des lieux de sortie. En quoi ça se distingue vraiment pour bien comprendre de quoi il s'agit? Ouais. Alors ça se distingue par la forme, parce que c'est vraiment une discussion en langage naturel, on n'a pas besoin de se connecter, de créer un compte, de faire quoi que ce soit. Et ensuite ça se distingue aussi par le fond, puisqu'en fait les recommandations sont vraiment faites en fonction du profil. Donc c'est personnalisé, donc si tous les trois on fait la même recherche au même moment, on n'aura pas la même recommandation. Donc c'est vraiment l'idée de faire du profiling et ensuite du coup de pouvoir faire du prédictif. Donc en fonction de qui est la personne, on va pouvoir anticiper ses besoins. Voilà. C'est présent dans combien de villes aujourd'hui, Citron? Partout. Partout? Ouais, on va aller au fin fond du Vietnam, ça marche. Ça marchera. Ouais. D'accord, si jamais il y en a qui veulent Faire faire le le test. test. Exactement. Super. Alors Citron aujourd'hui c'est une belle aventure, mais si j'ai bien compris au début ça a été un démarrage un petit peu douloureux pour le moins. Non. Un petit organisme, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le début de Citron? Bien sûr. Donc on a commencé avec Julien et Robin, donc mes deux associés. On était à l'école ensemble et on est sortis d'école en se disant bon bah on va se lancer vraiment dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est Robin qui avait apporté l'idée au début de se dire on va faire de la recommandation de lieux, mais sous format application mobile. Et en fait l'idéal quand on cherche un lieu, c'est un ami qui nous connaît, qui du coup va pouvoir nous faire la meilleure recommandation. Donc c'était une application mobile où chacun pouvait créer des maps, un peu à la Google Maps, des cartes, avec ses lieux préférés. J'allais avoir mes adresses de restaurants préférés à Berlin, mes bars pas chers à Paris, etc. Et je partage avec eux. Donc on fait un prototype et on fait une table ronde avec des utilisateurs. Et là on se rend compte que personne n'en veut. Donc les potentiels utilisateurs ne se souvenaient pas de la dernière application mobile qu'ils avaient téléchargée. Et d'ailleurs les stats sont effrayantes, hein. C'est 70% des Américains qui n'ont pas téléchargé l'application mobile ces 6 derniers mois. Donc on s'est dit bon bah personne ne télécharge, enfin moins en moins de monde télécharge l'application mobile et personne ne voulait rentrer les lieux un par un sur une map. Donc la claque de l'entrepreneur, comme on dit, qui pour nous a été un peu rude, grosse remise en question en se disant. C'est quelle année là du coup? 2016. C'est juin 2016. Ouais. On vient de quitter l'école, ça fait 2 mois. On se lance à temps plein, on a cette lumière, cette énergie, et en fait on se rend compte que personne ne veut ce qu'on fait. Donc grosse remise en question. On était en juillet 2016. Qu'est-ce que vous avez fait en juillet 2016? Tout le monde a joué à Pokémon Go. Et donc on a lancé un chatbot Pokémon. Donc sur Facebook Messenger, on partageait sa géolocalisation et ça recommandait les Pokémon les plus proches, les plus rares et le temps qui restait pour les attraper. Les gens sont devenus complètement fous en 3 semaines, vraiment. Enfin, on recevait des lettres d'amour en disant je suis passé de niveau 7, niveau 21 grâce à vous, c'est génial, tout ça. Et voilà, et du coup on s'est dit bon bah en fait on va appliquer cette techno qu'on connaît, qu'on a développé. Donc Julien et Robin font toute la partie produit et techno. Et on va l'associer à notre problème de base, qui est la recommandation de lieu. Donc ça va être recommandé par un ami qui vous connaît, et surtout qui est disponible en permanence. Et donc on l'a intégré dans Facebook et on l'a lancé le 26 octobre 2016, il y a 1 an. D'accord. Si on prend quelques chiffres, donc déjà combien de personnes aujourd'hui travaillent sur le projet Citron? 3 associés. 3 associés. Combien d'utilisateurs, ça t'arrive un petit peu à savoir? 130 000. 130 000, c'est considérable. Ouais. Et alors comment ça marche au niveau économique en fait? Comment est-ce que vous rémunérez? Alors, on ne se rémunère pas. Donc on a créé l'entreprise en tant que bon père de famille, donc on n'a mis aucun budget dans l'acquisition. Et c'était vraiment un de nos gros enjeux, c'est de se dire est-ce qu'on va réussir à trouver des utilisateurs et les faire revenir sans dépenser de budget? Et à partir de ce moment-là, on pourra vraiment partir dans quelque chose de plus sérieux. Mais tant qu'on n'a pas validé cette première étape, ça ne sert à rien qu'on se lance dans un truc. Et on s'était quand même pris la claque
l'utilisateur ne veut pas ce qu'on fait, donc il faut absolument qu'on se concentre sur l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, on se rémunère pas, c'est un modèle qui est un peu à la WeChat, donc en Chine, où on peut tout faire dans une même application en ligne. Donc là, l'idée, c'est dans une même discussion, en langage naturel sur Facebook avec Citron, vous allez pouvoir trouver un lieu, le réserver ou vous faire livrer, y aller et payer. Et nous, on prend une commission à chaque fois. D'accord. Les prochains projets, les prochaines échéances pour Citron? Pareil, grossir, grandir, aller plus vite. Super. Merci à vous trois. Donc là, du coup, on a bien compris, du moins, je pense, et sinon on pourra poser des questions à la fin, le contenu de vos projets respectifs. Donc on a commencé par la fin, là en fait on va un petit peu remonter le temps pour essayer de comprendre surtout ce qui vous a motivé pour vous lancer dans cette aventure un peu folle de l'entrepreneuriat, en espérant qu'on pourra aussi bien susciter des vocations présentes dans la salle que accompagner les entrepreneurs qui se sont déjà lancés pour les aider aussi à peut-être pas éviter quelques erreurs que vous avez pu identifier. Déjà pour commencer, j'ai envie de vous demander vos parcours respectifs. Alors toi du coup, Martin, tu nous as déjà un petit peu expliqué. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Judith, toi ton parcours, c'est quoi? Alors moi, mon parcours, j'ai fait un grand lycée parisien, j'ai fait art plastique, j'ai travaillé dans l'édition pendant 5 ans, à Paris puis à New York. Puis j'ai été UX designer. J'ai travaillé à la radio, j'ai écrit un petit livre, voilà. Et puis tout d'un coup, Tot. D'accord. Donc a priori, mais ça on y reviendra, rien ne te destinait forcément à créer une entreprise. Ouais, non. Ok. Martin, tu nous as mis un petit peu à la bouche tout à l'heure en disant que tu n'avais pas tout dit. Ouais, j'ai pas tout dit, et en plus comme Louisa a 25 ans et que tu as... Voilà, 30. Moi, oui, non, mais moi j'ai revenu au collège du coup, parce que sinon c'est pas équitable. Grosso modo, c'est un parcours scolaire des plus merdiques. Hein, voilà. Mais de la 6e à la 5e où j'ai un super ordinateur de gamer, et en fait je passe mes nuits à jouer, à rentrer dans une équipe d'e-sport avec mes parents qui en fait pensent que j'étudie, mais en fait non, je joue jusqu'à 5h du matin. Ce qui amènera d'ailleurs à un contrôle parental Wi-Fi, où ça se coupe à 22h, une grosse souffrance que je réussis à contourner. Ensuite, on entame ça avec une classe de 4e où c'est le bordel dans un centre de redressement scolaire pour dire le niveau du bien violent. Puis l'internat parce qu'évidemment j'étais extrêmement chiant. C'est pas drôle. Non, parce que j'étais extrêmement chiant à l'époque. Du coup, mes parents ils m'ont dit bon bah casse-toi. Et puis après voilà, première. En fait, selon la classification des études en France, la première S c'est l'élite, on est d'accord. Puis après il y a la première ES. J'ai fait une première S en premier. Ça m'a fait chier, je pense. J'ai fait une première ES. Puis après j'ai fait une terminale bac pro vente. Donc ça fait, pour mes parents, mes frères et sœurs, ça fait... Donc c'était un peu compliqué, puis directement lancé ensuite dans Sansa. Ok. Un peu beaucoup à la main, Daniel. D'accord, ok. Et toi, Louisa? Moi, j'ai un parcours beaucoup plus classique. J'ai fait 2 écoles de commerce. Et en fait, je me suis retrouvée en Chine pendant 1 an, à me dire j'ai 21 ans, je suis diplômée dans 1 an, j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie, donc je vais partir voyager. Et quitte à partir voyager, autant partir en étant avec un projet. Parce que mon voyager, je voyais mal le justifier auprès de mes parents. Et donc j'ai tapé tour du monde entrepreneur sur Google. J'ai contacté les 50 premiers résultats en me disant si quelqu'un l'a déjà fait, c'est quand même plus facile de le refaire. Je ne me voyais pas créer, mais je me voyais développer quelque chose. Et là, c'est fou m'ont répondu. Et donc je suis partie pendant 1 an autour du monde avec des inconnus, avec un inconnu, rencontrer des entrepreneurs français à l'étranger. Et en fait, j'ai passé 1 an dans 15 pays à créer un web média, des vidéos sur ces 300 entrepreneurs partout. Et ça s'appelle W Project, ça existe encore, il y a des équipes qui partent tous les ans. Et donc ça a été le déclic, de me dire en fait, j'en ai rencontré plein à mon tour. Donc retour en France, sans projet, sans sous et sans équipe. Et en me disant, je vais commencer par l'équipe et ensuite le reste viendra. Alors, le reste viendra. Est-ce que, lorsque vous repensez aux années précédentes, vous vous êtes dit justement, en grandissant ou quoi, tiens, moi, être entrepreneur, c'est un truc qui me botte vachement, je sens que j'ai la fibre d'un entrepreneur, ou pas? Alors, non. Mais en revanche, je me suis jamais rien bloqué. Passer d'un grand bahut à art plastique, bon, déjà... Enfin, en fait...
Non, je pense que c'est plus une capacité à s'adapter en fait à l'environnement et à l'urgence de faire quelque chose à tel moment plutôt qu'à un autre. Et puis, enfin, une forme aussi d'ambition là-dedans, c'est-à-dire est-ce que ça prédestine, j'en sais rien, mais en revanche, ça aide oui, de se dire, oui, je peux partir à New York demain, ou s'il y a des campements de réfugiés à 2 pas de chez moi, en fait, je vais y aller. Et puis, une fois que j'aurai vu le problème, en fait, je vais peut-être pas partir comme ça, je vais peut-être faire quelque chose, parce que sinon, je crève. Voilà, c'est plus ça, et puis vu que j'ai un background qui est plutôt d'excellence, plutôt voilà, j'ai 2 parents universitaires, machin, faire ça bien quoi. Et donc essayer d'ouvrir un peu la porte aussi à ces dispositifs de qualité à des personnes pour qui tout le monde, comme je disais tout à l'heure, se dit que un petit truc un peu merdique ça suffira bien quoi. Martin, Louisa, c'était un rêve d'enfant pour vous de devenir entrepreneur ou vous y pensiez absolument pas? Pas tellement. Après, moi, je montais pas mal de projets. Donc, j'organisais des goûters d'anniversaire, typiquement. On gagnait des sous avec mes copines et tout. J'ai monté TechFugees pour aider les réfugiés en utilisant la technologie. Enfin, il y a toujours eu des projets, mais plus de manière associative qu'à temps plein en tant qu'entreprise. Moi, j'ai un petit peu répondu à la question, mais peut-être que tu veux. Non, moi, à l'origine, je voulais être président de la République quand j'étais enfant. Président de la République, ok, d'accord. Ouais. Non, vraiment. Et puis après, pour gagner des sous, pareil, je me suis dit, je vais vendre des churros. Ah, ça me coupait. Je connais une super recette, si vous la voulez. Et après, qu'est-ce qui passait, c'est que j'ai eu la période Minecraft, je me suis dit, je vais monter le plus gros serveur Minecraft au monde avec plein de trucs pour créer une communauté. C'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo, voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais un plan, il y avait un énorme serveur français, et je me suis dit, je vais faire mieux. Et j'ai fait un business plan que j'ai présenté à mon père pour lui dire, il me faut 5 000 €. Et j'ai revu le business plan, et je comprends pourquoi il ne m'a pas donné 5 000 €. Et c'était prédestiné, enfin, j'ai la chance déjà d'avoir une famille qui m'a bien poussé, et où ils sont un peu finalement tous entrepreneurs, où au moins on voulait développer des projets et se lancer là-dedans, et un milieu plutôt favorable. Ouais. Et alors, si je vous pose la question de quel est votre meilleur souvenir dans l'aventure entrepreneuriale que vous avez, et puis également peut-être le souvenir le plus frustrant, vraiment la plus grosse déconvenue, quelque chose qui était compliqué à gérer en tant qu'entrepreneur? Alors moi, sans le moindre doute, le meilleur souvenir, c'est l'ouverture du TOT et découvrir nos étudiants et leur présenter l'école, leurs professeurs. C'était extraordinaire. Tout d'un coup, on passait d'un moment où on avait travaillé pendant 9 mois, comme des malades, et on disait les étudiants, voilà, c'était une entité abstraite, quoi, et tout d'un coup, face à eux, je leur disais vous, et c'était bouleversant, quoi, c'était super, c'était un immense souvenir. Un souvenir un peu plus difficile? Et un souvenir plus difficile, eh bien, je dirais maintenant, là où on n'a pas de locaux, dès le mois de janvier, ok, très bien. Voilà. Martin? Le plus beau souvenir? Ouais. Bon, après, c'est vraiment lié, c'est très personnel, c'est plus lié à la famille, etc. Enfin, je reviens parce que les parents, je les ai fait chier pendant 0 à 18, j'ai un peu une tête. Une grosse tête, du coup, mais c'est pas. Je suis très fier évidemment de ce qui est fait dans Sansa, très fier pour Charlotte. Le truc qui m'a profondément marqué, c'est vraiment d'être dans le bureau de mon père et qui me regarde et me dit, je suis incroyablement fier de toi, alors que je l'avais fait chier de 0 à 18 en fait. Et un truc qui a énormément de valeur. C'est un truc qui me marque beaucoup. Un souvenir moins plaisant? Bah ça, il y en a plein. Je sais pas, le dernier souvenir, c'est quoi? Ouais, c'est très récent, mais c'est les divergences de vision qui amènent à des départs, à reconsidérer sa façon dont on voit les choses, on les fait, on les réalise.
Et c'est là où c'est pas agréable, c'est de se poser la question de est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les autres, qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer de se questionner mais constamment dessus, en fait, pour essayer de comprendre. Et j'ai toujours pas la réponse. Louisa? Moi, je rejoins Martin, c'est positif ou négatif, en fait, c'est de l'humain à la fin de la journée. Moi, un des meilleurs souvenirs, c'était un stagiaire qu'on a pris chez Citron qui était chimiste, qui sortait d'école et qui s'est dit je vais partir pour bosser 40 ans en chimie, donc j'ai 3 mois de dispo, est-ce que je peux venir travailler pour vous? Il est venu et en fait, en sortant de stage, il a décidé de lancer sa boîte, donc dans la chimie. Et ça, c'est une des grandes fiertés de se dire en fait, moi j'ai lancé ma boîte parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et donc à son tour. Ça, c'est une des grandes fiertés. Et en revanche, le moment difficile, il y en a plein, mais c'est encore l'humain. C'est quand des gens ne croient pas à ce qu'on fait, ce qui arrive quand même très très souvent, quand des gens partent, quittent l'aventure, ou quand des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais il y en a plein, c'est montagne russe, vraiment. D'accord. Je le disais tout à l'heure, ce qui vous distingue parmi d'autres entrepreneurs aujourd'hui, c'est que vous êtes lancé jeune dans l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, c'est un avantage? Est-ce que c'est un handicap? Surtout dans un pays où on a l'impression qu'on survalorise parfois l'expérience. Comment est-ce que vous vivez ça? Ça peut être un peu étrange de dire ça, mais quand on vient d'une famille qui est aisée, qui nous soutient, où on n'a pas forcément de problème financier, ou des études, etc., enfin, tout va bien, c'est plutôt simple. C'est assez paradoxal, parce que quand on est jeune, en fait, les gens, on peut faire la plus grosse connerie, ils vont nous excuser. Par contre, ils ne sont pas totalement prêts à nous faire confiance. Alors, ils nous excusent, mais ils ne nous font pas totalement confiance. Voilà, c'est-à-dire que pour, par exemple, avoir un client, prouver sa valeur, on est obligé de faire 5 fois plus d'efforts qu'une personne qui a travaillé pendant 40 ans, qui a un réseau absolument énorme, qui a fait tous les financements, pendant que toi, tu es en train de crever la dalle parce que simplement, tu as 20, 21, 22, 23, 24, etc. Ou parce que simplement, d'ailleurs, c'est beaucoup de clichés et c'est défendu par énormément de femmes entrepreneurs. Mais quand tu es une femme entrepreneur, pour voir un petit peu aussi la façon, on pense par exemple qu'une femme ne peut pas être entrepreneur ou une mauvaise entrepreneur, mais c'est scientifiquement prouvé qu'une femme qui dirige une entreprise, il y a plus d'humains, c'est meilleur et c'est plus valorisant et plus valorisé. Donc c'est beaucoup de clichés déjà sur les jeunes. Et puis c'est essayer de faire confiance, faire davantage confiance et d'engager plus de gens, les engager à bien faire les choses, quoi. Et les encourager. Louisa? En effet, je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur les jeunes, encore plus sur les femmes, encore plus dans la tech et dans l'intelligence artificielle, c'est une catastrophe. Après, il y a aussi des avantages. Du coup, on est plus mis en avant, ou du coup, on est plus, gens ont plus attention à nous. Je pense qu'en revanche, c'est à nous de faire nos preuves et on part avec rien. Et donc, faut se battre. Après, je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, hein, c'est apprendre à se battre et apprendre à oser se lancer et se dire qu'en fait, chaque jour va être un nouveau combat sans savoir comment va se finir la journée. On se réveille le matin, en fait, c'est vraiment ça. On ne sait pas ce qui va se passer dans la journée et comment ça va se finir. Judith, si tu veux rajouter quelque chose? Hélas, je ne suis plus aussi jeune que mes comparses. Moi, j'ai 34 ans bientôt. Peut-être pas jeune. Non. Non, en revanche, si j'ai un seul conseil, c'est de faire très attention à la manière dont on parle et dont on écrit. Ça a été une clé de succès absolue. Et vraiment, je me rends compte que le fait de présenter bien un projet, donc aussi bien dans la rhétorique que dans la forme des documents, d'être aussi pro que possible à tout point de vue, ça change intégralement la réception des partenaires et ça commence. Donc moi, je ne suis pas jeune, effectivement, je fais jeune. Merci de l'avoir dit. Mais en revanche, Todd était extrêmement jeune lorsque on s'est présenté à La France s'engage. Parce qu'on avait fait. Tu peux rappeler ce que c'est, La France s'engage? Oui, alors déjà je fais quand même un tout petit retour en arrière. On a ouvert en juin 2016, après avoir fait un crowdfunding où on a réuni en 30 jours 66 000 € auprès des gens pour ouvrir Todd, donc les 4 premières classes de Todd. Mais après on n'avait plus rien. Donc on est allé taper à la porte de l'Élysée.
qui à l'époque organisait donc, ce grand concours d'entrepreneuriat social qui soutient des initiatives vertueuses, aussi bien d'un point de vue social qu'écologique, etc. Et qui soutient des initiatives qui en général ont quand même pas mal de bouteilles, donc plutôt 5 ans minimum. Donc nous, on venait d'ouvrir, on n'avait aucune ancienneté, et on a réussi à les convaincre de nous permettre de passer la première étape qui, normalement, met à la poubelle toute personne qui a moins de 2 ans. Et en fait, grâce justement aussi à un travail d'écriture, de présentation et de structuration professionnelle du projet, on a été les plus jeunes lauréats de La France s'engage, après seulement 6 mois d'existence, ce qui est totalement inouï. J'imagine, ouais. Est-ce que vous avez l'impression, toujours un peu rétrospectivement, même si vos projets à chacun sont jeunes, finalement, est-ce que c'était si difficile que ça, lorsqu'on y a pensé, de se dire, bon allez, j'y vais, et finalement de ne pas suivre ce qui était peut-être une voie qui était tracée, à savoir, voilà, finir les études, trouver un premier boulot, un deuxième boulot. Est-ce que vous avez l'impression que ça a demandé tant de courage que ça, finalement, de se lancer dans cette aventure? Oui, complètement. Donc nous, on a tous les trois fait des écoles, donc Jean d'ingénieur et moi de commerce. Et ensuite, on s'est retrouvés en master spé à HEC, donc on sortait à HEC. Nos copains de promo sont quand même plutôt très bien lotis. Après, dès qu'on les voit, on n'en vit absolument pas leur vie. Donc c'est dur, ça demande du courage, mais on n'est pas du tout envieux. Et se réveiller, enfin, je reviens sur, en fait, c'est que de l'humain. Vraiment, créer sa boîte, c'est que de l'humain. Et se réveiller le matin et travailler avec des gens qu'on adore, avec qui on a envie de travailler et de qui on apprend, ça, enfin, moi, en tout cas, ça me suffit. Martin, Judith. Est-ce que tu peux me poser la question ? Est-ce que rétrospectivement, tu as l'impression que c'était si vertigineux que ça? Alors, non, parce que en fait, le vertige a précédé. Le vertige, c'était de se rendre compte de ce qui se passait à Paris. Et c'était extrêmement choquant, extrêmement dur de voir des gens comme toi, comme moi, être tout d'un coup dans une situation de dégradation totale. Des gens qui avaient un métier, qui avaient une famille, qui avaient un prénom, qui ont un âge, qui ont un avenir et qui elles ne le savent même pas elles-mêmes, mais font déjà en fait partie de la société. Donc ça reconfigure complètement le cerveau au moment où on voit ça. En fait, la question ne se pose plus de est-ce que je me prends en garde le courage ou pas de le faire, parce qu'il faut faire quelque chose. On a des cerveaux qui se reconfigurent. Voilà. Tu as eu le temps de réfléchir, Martin? Est-ce que c'était dur rétrospectivement? C'est assez marrant parce que la première petite galère au tout début, je croyais que c'était une montagne à la dépasser et y aller. Puis en fait, aujourd'hui, je pense que c'était ultra simple. Voilà, et en fait, c'est très étrange parce qu'à chaque fois, par exemple, je reprends les coups durs d'il y a 2-3 ans, ils sont aussi violents que les coups durs que je vis aujourd'hui. Ceux qui sont plus difficiles, mais je suis peut-être plus armé pour les surmonter, les dépasser. Et sincèrement, je pense pas que j'aurais pu faire non plus autre chose. Voilà, virer des cours, des lycées, des entreprises. Bon, il ne te restait plus qu'à monter ta boîte. Voilà, non, je peux pas, j'y arrive pas. Je veux pas. C'était la solution, je pense. Une dernière question pour vous avant de pouvoir se tourner vers la salle. Donc, je vous invite maintenant à préparer, ou du moins à récupérer les questions que vous aviez. Si jamais, après la conférence demain matin, vous avez devant vous quelqu'un qui hésite à se lancer, quel conseil, si vraiment vous deviez en retenir qu'un, vous lui donneriez pour lui dire, vas-y, tu peux te lancer? Moi, j'ai 4 lettres que je réponds, que je répète à chaque fois, c'est oser. En fait, c'est une aventure qui est extraordinaire et je pense que ça se voit en rencontrant les entrepreneurs, ils ont les yeux qui pétillent, ils sont passionnés, enfin, c'est leur bébé en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui se sent.
Et je sais pas, enfin, si Citron devait s'arrêter demain, j'aurais l'impression de partir gagnante en fait. J'ai jamais rencontré autant de personnes fascinantes. J'ai jamais créé quelque chose depuis zéro avec une équipe que j'adore, enfin, des gens que j'adore. Je trouve que c'est une expérience qui est unique et on apprend, en fait, on apprend aussi à tout faire. On fait tous les jobs du monde en un. Et ça, je pense que c'est fascinant, surtout pour les gens qui s'ennuient vite et qui ont besoin de faire plein de choses, c'est qu'on fait de tout, tout le temps. Un conseil? Effectivement, il faut oser, mais avant d'oser, il faut être peut-être. Enfin, moi, je dirais que c'est quand même important aussi d'explorer le terrain, de s'assurer. D'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, de s'assurer qu'il y a un usage derrière, un usage, un besoin, et de ne pas multiplier les efforts pour quelque chose qui ne trouvera absolument pas bénéficiaire, ou preneur, ou usager. Enfin, c'est quand même de travailler en amont avant de commencer à créer une structure. Moi, j'étais designer d'expérience avant et ça, pour le coup, ça va aider. Il y a des méthodes quand même, de d'enquête, de terrain, de questionnaire, pour voir avec des gens. Là, ça est venu à moi avec les réfugiés. Je ne m'attendais absolument pas à convertir comme ça. Mais je pense qu'il faut quand même s'assurer que le terrain est bon. Martin, un cadrage stratégique. Ouais. C'est-à-dire que pendant 2013, 2014, 2015, c'était un bordel incroyable. Et puis j'ai rencontré Benoît Raphaël et puis il m'a dit on va faire un cadrage stratégique. Et j'ai trouvé ça génial. Il y avait des objectifs, c'était verbalisé, c'était écrit. Et franchement, les idées sont déjà c'est très important une idée, mais je pense que c'est 5% d'un projet. Ensuite, il y a bien 45% de l'équipe. Et ensuite, c'est 50% de motivation, de détermination d'y aller et de foncer. Mais l'idée, c'est comme les personnes qu'on rencontre, ils disent mais tu sais, YouTube, moi j'ai une idée, mais tu l'as pas fait. Donc, c'est le côté de pouvoir cadrer son projet directement, dire ok, j'ai envie de faire ça. Première étape, c'est ça. Tant que je l'ai pas fait, je fais pas la deuxième, puis la troisième, la quatrième. Comme ça, on a des idées hyper claires, on sait où on va. Et surtout, on peut penser en fait que quand on rencontre des entrepreneurs ou des personnes où on a même un projet, qu'il ne faut pas en parler parce qu'on va se faire voler son idée. Sauf que déjà, l'idée, c'est vous qui l'avez eue et que quelqu'un l'a peut-être eue et en même temps que vous est en train de le faire. Et ça n'a peut-être pas marché pour lui, mais ça peut marcher pour vous. Et qu'il faut en parler. Par exemple, j'ai plein d'idées à la con, genre plein, et j'en parle tout autour de moi juste pour savoir en fait juste ce que les gens peuvent penser. Est-ce que ça les intéresse? Comment ils verraient les choses? Et puis ça rajoute d'autres idées, ils amènent des éléments et en fait un projet c'est plein de petits retours partout qui permettent de faire un ensemble qui est viable, qui est sympa, qui est utile, qui peut avoir un impact social, qui peut permettre de découvrir la bière la moins chère de Paris. Et ça c'est cool. Donc c'est vraiment aller à la rencontre des gens et pas avoir peur de se faire voler son idée parce que quelqu'un pourrait la développer en même temps de toute façon. J'ajoute juste quelque chose de très important, c'est aussi de prendre conscience qu'il y a des gens autour et des experts, et que c'est très bien de se créer un écosystème et un réseau. TOT, le jour où on a décidé de le créer, j'ai envoyé à RFI Savoir, qui a fait tout un travail d'activation du français, ainsi qu'à la Fédération internationale des professeurs de français, ainsi qu'à la haute instance qui délivre les diplômes, un petit paragraphe avec les adresses mail que j'avais trouvées, et même sur Facebook. J'ai immédiatement reçu des réponses positives et j'ai commencé à prendre des rendez-vous. Et en fait, se créer comme ça, cet écosystème-là, déjà c'est extrêmement encourageant. Donc ça permet de monter, ça permet de dégager des questions qu'on ne s'était pas posées. Des questions aussi bêtes que, et certes, vous voulez faire une école, mais quelle est la direction pédagogique? Oui, en effet, pas du tout dans la direction pédagogique. Des choses basiques, mais qui sont très importantes et qui permettent en fait, au fur et à mesure, de créer quelque chose qui est de l'ordre d'un processus des 7 mercenaires, se créer une équipe, des compétences,
d'avoir un trajet qui soit rapide et qui ait du sens. Donc c'est aussi parler aux experts. Tu voulais rajouter quelque chose, Moi, c'était exactement ça. C'était s'entourer. Et je pense que encore plus quand on n'a pas d'expérience, il faut vraiment s'entourer. Merci à vous trois. Je vais du coup me tourner vers la salle. Si jamais vous avez des questions, voilà, aussi bien sur leur projet que sur leur cheminement, alors je vais prendre le micro sans fil. Et je vais me balader auprès de vous. Et puis, si possible, de faire des questions courtes pour que chacun puisse le plus grand poser des questions. Bonsoir, moi c'est Alexandre. En fait, j'ai l'impression de vous connaître sans vous connaître parce que le visage, je t'ai vu à une conférence TEDx que tu as faite. Je sais aussi que tu as fait l'inauguration avec Emmanuel Macron de la station N, parce que j'ai vu dans la presse, où elle était présidente. Martin, j'ai l'impression que je t'ai vu cette semaine. Elle est disparue. Tu parlais devant je ne sais plus combien de personnes. 2800, mais c'était pas agréable. Et Judith, je te connaissais pas, mais quand je tape ton profil, je vois que tu as fait des interventions sur LCI, sur Europe 1, à l'échappée volée, etc. En fait, ma question à vous trois, c'est que vous n'avez pas l'impression de se franchir cette étape un peu vite. Ça va être bon. Pas tant que ça. Hein. Non, pas tant que ça, parce que c'est très marrant, parce que tu démarres ton projet, en fait, c'est des espèces de petites impulsions. En fait, pour les médias, par exemple, tu vas avoir, mettons, le Figaro qui va parler de toi. Bah, tous les autres, ils vont suivre. D'un coup, c'est un petit bouton, ça se déclenche. Tu sais pas pourquoi. D'un coup, tu as la crédibilité, parce qu'un énorme média généraliste a parlé de toi, donc tu es forcément important. Pareil, finalement, pour ce qui est échappé volé ou TEDx. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens qui font des TEDx mettent sur Twitter TEDx Speaker. C'est étrange. Je l'ai pas mis moi. Je dirais pas que ça va vite, mais c'est extrêmement intense. Personnellement, j'adore faire des rendez-vous. J'en fais plein par semaine et je trouve ça génial parce que je bois plein de café, je discute avec plein de gens et c'est vraiment le côté en fait déjà de se faire challenger, de aussi tisser des liens et des partenariats. Ça ne veut pas dire on est seul dans notre coin, on va aller voir plein de gens. Et c'est vrai que les 4 ans, là, j'ai plus l'impression que ça fait 10 ans. Voilà. Après, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec Martin, il y a beaucoup d'apparence. En apparence, un entrepreneur, tout va toujours très bien. Il est toujours en train de vendre son projet et tout va dans le meilleur des mondes, même après qu'il soit arrivé la pire des choses. Et les médias, je pense que les médias ils contribuent aussi beaucoup. C'est beaucoup de l'apparence, alors ça veut pas dire... Moi, ma grande question, c'est ça marche, ça veut bien dire en fait ça marche. Ça dépend de ta définition de ça marche. Donc je pense que ça dépend complètement de chacun. Oui, en effet, je comprends ce que tu dis sur les médias. Après, c'est important aussi d'avoir des médias quand on fonctionne. Enfin, nous, en plus, avec des dons et au tout départ, avec un crowdfunding, il faut quand même mobiliser des gens et donc faire un petit plan presse. C'est de l'ambition aussi, c'est-à-dire et être ambitieux, c'est avoir des partenaires qui soient à la hauteur. Donc, je ne sais pas si on aurait été hébergé dans les locaux de l'Alliance française, si on n'avait aucune notoriété. Je ne pense pas qu'on aurait eu La France s'engage si on n'avait eu aucun plan presse. Enfin voilà. Après, franchement, pour répondre à votre question, moi je voudrais être 15 fois plus vite et heureusement j'ai une équipe qui me dit d'être un petit peu plus sobre dans les aspirations, mais il faudrait qu'on ouvre directement 10 places et qu'on ait des antennes à Lyon, Marseille et Nice, vu la situation là-bas, et encore dans d'autres villes, vu la situation et vu le manque de dignité de l'accueil linguistique par tant d'autres éléments des personnes qui arrivent ici. Donc, en fait, à partir du moment où on veut faire quelque chose de très construit, de bien, on passe par cette case, on est remarqué, Michel Lévy-Provençal avec beaucoup des profils comme les nôtres. Je pense que
Station F, c'est la même chose. Enfin, c'est aussi des profils qui ressortent sans doute, mais il y en a plein. Tu veux ajouter quelque chose, Martin, avant une autre question? Il y a un truc qui est assez énorme, c'est que Sansa a pour but de lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Et en voulant lutter contre les stéréotypes de l'entrepreneur, c'est que j'ai fait un test à un moment, c'était vraiment la merde dans Sansa, et à chaque fois que j'en pose la question, ça va, je fais bah non. Et donc en fait, d'un coup ça a fait piouf, ça a plombé l'ensemble. Et j'ai commencé finalement à plus dire, mais non, ça va, c'est génial, on sort un nouveau truc, alors c'était complètement faux, c'était encore la merde. Et les gens, en fait, ils étaient super réceptifs, ils disaient, mais on veut bosser avec vous, alors que c'était vraiment compliqué. Et pareil, quand on arrivait à Station F, on appelait des gens pour dire, on se voit, ils ne répondaient pas, on poste sur LinkedIn, Facebook, hey, on est à Station F, oui, on peut venir vous voir. Il y a un truc qui est au niveau de l'atmosphère, de l'apparence de l'entrepreneur, qui est assez étrange. J'ai l'impression que aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est une espèce de demi-dieu qui est absolument incroyable, et ainsi de suite, alors que c'est juste un mec ou une personne, une femme, qui essaye de développer son projet, qui se prend des énormes bâtons et qui galère rien, mais obligé de faire un storytelling un peu cool. La Station F, c'est génial, là, c'est génial, on fait ça, c'est génial. Oui, c'est génial. Station F, c'est génial au niveau de l'écosystème. D'ailleurs, en fait, les gens à l'intérieur ne se prennent absolument pas. Ça se prend pas vraiment au sérieux. Il y avait une autre question, je crois, au premier rang. Ici, oui. C'est William. Olivier Monat. Vous vous croisez, mais vous ne connaissez pas, si j'ai bien compris. Vous êtes déjà croisés, mais vous ne connaissez pas trop. Ça dépend. Après cette réunion, est-ce que vous auriez envie de faire quelque chose ensemble? Parce que moi, il y a une évidence qui saute dessus. J'ai l'impression que vous pourriez faire quelque chose ensemble. Entreprendre peut-être une collaboration ensemble. Et je finis ma question en vous disant que vous êtes les bienvenus au club Innovation Immobilier. Je suis l'agitateur du club Innovation Immobilier et donc il y a un atelier Waouh le 23 novembre sur l'audace. Donc si vous avez envie, je vous laisserai ma carte et vous savez. Je me précipite sur ma carte dès que cette conférence est terminée, évidemment. Donc pour répondre à votre question, pendant qu'on parlait pendant même ce moment-là, on s'est marmonné du coin de la bouche qu'on allait faire des trucs ensemble. Mais oui, évidemment, il faudrait qu'on fasse des choses ensemble, et même avec le chatbot. Bon, après, il y a toute la problématique de la langue, parce qu'il y a quand même des difficultés à orthographier. Enfin, il y a des gens qui en exil, continuent d'orthographier des choses très phonétiques. Mais bien sûr, il y aurait des choses à faire. On a déjà travaillé sur le prototype. D'ailleurs, quelque chose qui réunit énormément, d'une 3 après, mais pour permettre aux gens, ce qui me semble être un enjeu aussi essentiel, de circuler, de ne pas se circonscrire à La Chapelle et Stalingrad. C'est d'ailleurs un des grands points positifs qu'on avait qu'on a encore à l'Alliance française et avec la Gaîté Lyrique qui est aussi un partenaire, c'est que ce soit des lieux centraux et beaux et qui sont différents et éloignés de La Chapelle et Stalingrad. Il y a un moment où si on veut qu'à long terme les gens se sentent légitimes ici, il faut que les gens se sentent légitimes partout, pas seulement dans des endroits réservés. Donc on avait fait le prototypage d'une application réunissant des événements gratuits, etc., qui permettaient justement de désenclaver. Ça c'est après des enquêtes qui avaient été faites auprès d'un certain nombre de étudiants et sur des campements. C'est l'équipe des Gobelins, une équipe en UX design des Gobelins qui avait travaillé là-dessus. Des gens pour en fait porter le projet parce qu'on n'aura pas on n'a pas le temps et puis on n'a pas la compétence technique du tout en interne chez TOT, mais il faudrait quelqu'un pour porter le projet, le maintenir, etc. Partager cette envie potentielle de créer des ponts pour plus tard. Franchement, plus tard, parce que je sais que quand j'ai fait des choses dans la précipitation, vouloir créer des ponts, généralement on s'est détruit. Au lieu de faire les choses doucement et poussant.
voilà, en prenant le temps et en prenant les considérations de chacun et en ayant donné cette impression-là, mais de plus de vouloir imposer les choses. Alors en fait, ça semblait une évidence, mais en fait, la personne en face ne la partageait pas, donc ça... Vous avez pas entendu, je suppose, ça. D'accord. Voilà, non, plus calmement, et je pense qu'on pourrait réfléchir, pourquoi pas, à faire une saison, des ateliers journalistiques, et, enfin, il y a plein de choses, je pense, il faudra qu'on se voit. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en vois une. Des questions en arabe? C'est des questions en arabe? Question. Ah bah après je pense que peut-être qu'on fera une traduction. شكرا جزيلا لكم ونحن جد مبسوطين بتواجدنا معكم كمقاولين اجتماعيين جدد وكمشاركين في سفير. نود أن نسألكم حول موضوع التمويل في بداية مشروعكم. هل كان من ضمن المعيقات وكيف تجاوزتموه؟ Merci beaucoup à tous les trois intervenants. Nous sommes les entrepreneurs sociaux également. Et on voulait vous poser une question, je voulais vous poser plutôt une question par rapport à la question de financement que vous avez commencé. Est-ce que vous avez considéré ça tout de suite d'emblée que c'était un des défis? Et si oui, ou de toute manière, comment vous avez réussi à surmonter ce défi-là? Vous avez réfléchi ou entrepris votre projet? Merci. Nous, on a toujours su que la monétisation allait être à moyen long terme. Donc on a accepté de faire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire au début. Donc on a créé par exemple des chatbots pour d'autres personnes, qui est pas forcément, ça nous a un peu défocus, donc on était moins concentrés sur Citron, mais ça nous a permis de vivre et de développer Citron. On a gagné des prix, il y a énormément de prix en France, notamment pour des jeunes entrepreneurs. Et alors être une femme entrepreneur dans ce milieu-là, c'est grave. Mais parce qu'on est peu nombreuses aussi. Donc il y a plein de moyens, je pense qu'il y a plein de moyens de financer ces projets. Moi je vois énormément d'entrepreneurs qui galèrent, c'est l'arbre à la débrouille de toute façon, au tout début, mais il y a plein de moyens de gagner des sous, que ce soit en étant prof à côté, que ce soit en faisant un peu de freelance, que ce soit, enfin il y a plein de moyens de passer peu de temps et de gagner un peu de sous, et quitte à y passer un jour par semaine, une demi-journée par semaine aussi, le temps que le projet décolle et qu'on puisse en vivre. Donc je trouve que ça ne devrait pas être un frein, je trouve. Alors nous, on a commencé avec un crowdfunding, donc c'était parce que nous, en fait, l'enjeu auquel on tenait énormément, à la fois symboliquement et puis de manière très concrète, c'était que les profs soient rémunérés et que la direction pédagogique le soit aussi. Donc pour asseoir, et après, le reste de l'équipe au départ était intégralement bénévole, évidemment, on était à plein temps, et bénévole, en effet, en faisant des missions de freelance à côté. Mais voilà, donc la première étape c'était ça, et puis comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on a eu le crowdfunding, en fait, l'avantage du crowdfunding, c'est que ça montre que ça intéresse les gens. Donc quand il y a plus de 1000 personnes en un mois qui se mobilisent et qui ont réuni une somme aussi quand même colossale que 66 000 €, alors que personne ne connaissait avant, bon, ça montre quand même qu'un intérêt est suscité. Par ailleurs, pour faire fonctionner ce crowdfunding, comme je le disais tout à l'heure, il faut bien avoir un plan presse pour le faire connaître à un maximum de gens. Donc on est sorti de ce crowdfunding avec 66 000 €, une communauté et une revue de presse. Donc avec tout ça, on a pu aller s'adresser à des groupes, des instances publiques, comme je le disais, l'Élysée, pour pouvoir passer la première étape de la France Engage. Et puis en fait, voilà, au fur et à mesure, nous, c'est un côté qui est pas exactement le même, dans la mesure où on ne fait pas de tech, où il y a un enjeu qui est humaniste, mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'ensuite ça permet de solliciter des financeurs, des partenaires, et puis à un moment donné quand même de se dire
bon, on va intégrer vraiment la ligne de nos salaires parce que sinon on va pas tenir et l'école ne pourra pas rester. Ça prend énormément de temps tout ça. Martin? Bon, d'un point de vue de financement, il y a aussi les parents. Il y a une petite anecdote, elle est très marrante. Enfin, j'espère. Grosso modo, j'ai eu mon bac avec mention bien, donc ma mère et mes parents étaient ravis, puis j'ai voulu faire l'école de journalisme, et elle était très mauvaise cette école. Donc j'ai passé un contrat avec mes parents, je leur ai dit, au lieu de payer pendant 5 ans mes études, mon loyer et la bouffe, je vous propose en fait qu'on mette cette durée à 2 ans, et en fait vous payez plus l'école, mais vous payez le fait d'apprendre la vie finalement et la réalité par l'entrepreneuriat. Et je sais que sans eux et sans tout ce qu'ils ont apporté, j'aurais été incapable de faire sans eux, tout simplement. Et après, comment ça se passe pour aller chercher des financements? Déjà, c'est une association, donc on va aller voir des fondations. Oui, mais monsieur, on ne finance pas l'impact indirect. Oui, mais vous faites du journalisme, il n'y a pas d'action sociale qui est forte. D'accord? Donc, on a réussi à obtenir en 2 ans environ 29 000 € de subventions qui ont permis de financer du matériel, d'effrayer les journalistes, parce que quand les journalistes vont sur le terrain, c'est des frais d'hébergement, des frais de transport, ça devient assez coûteux. Et puis finalement, à un moment, fin 2015, je me pose la grande question de bon, il n'y a pas de modèle économique, ça fait 2 ans que je fais ça, c'est génial, c'est peut-être quand y penser, et je rencontre Benoît Raphaël qui m'a appris le fameux cadrage stratégique qui est très important. Et il me dit bon, on va faire une campagne de crowdfunding, et on va mettre un objectif de 15 000 €, et il faut qu'on arrive à avoir 7 500 € assurés. Minimum. Enfin, d'ailleurs, c'est une des règles quand on lance une campagne, c'est d'essayer d'avoir le plus de sous assurés avant de lancer, de manière à faire effet de levier. Et je rencontre un partenaire qui dit je mets 17 500, je fais génial, je mets la campagne en ligne, 35 000 €. Puis le mec fait bah, finalement, je mets 5 000. C'est moins cool. Et du coup, ça a été pendant 40 jours un stress à harceler sa famille, ses proches, tout le monde, de manière à ce qu'il donne. Même ma mère était devenue finalement VRP auprès de ses amis puisqu'elle récupérait les chèques, et je les remercie. La réalité c'est que c'est extrêmement compliqué en fait, on pense directement à certains outils et certains effets de levier, mais il y a plein de concours, il y a plein de prix, il faut juste bien se positionner, faire le... Ça c'est un peu... je devrais pas le dire parce que il faut faire un peu de bullshit quoi, en gros, il faut flatter dans le sens du poil les finances. Voilà, oui. Voilà. Raconter des belles histoires, faire en sorte que même si le projet ne correspond pas parfaitement, ils y voient un intérêt direct et les relancer, etc. Donc c'est quand même assez difficile et ça ne devrait pas être un problème. Et en fait, les institutions publiques devraient être beaucoup plus simples parce que quand on demande tous les papiers légaux qui concernent les statuts, la déclaration sociale nominative, le CABIS, ah oui, mais on veut les CV aussi de tous les collaborateurs, et c'est des dossiers qui sont énormes, qui mettent 6 mois à être instruits, et nous en 6 mois on a le temps de crever 10 fois. Ça prend beaucoup trop de temps. On a le temps pour une dernière question. Du coup, je vais prendre la question qui est au fond. Je m'excuse pour les autres, mais on a le facteur temps. Pour les autres, si vous voulez, on peut prendre un verre après, moi je suis disponible. Voilà, super. Je suis désolée pour cette dernière question, mais en relation avec ce que vous venez de dire, quels sont les statuts de vos 3 entreprises? Vous avez parlé d'associations, Martin, les autres, est-ce que c'est des structures qui ne sont pas associatives, mais SAS ou autres? On est une SAS, c'est le format classique. Et nous, on est une association aussi en 1900. Nous, on était une association, j'ai liquidé l'association pour créer une SAS, et le raisonnement il est plutôt... c'est très compliqué quand on est une association d'aller chercher des financements quand on ne fait pas de l'impact direct, et c'est beaucoup plus facile d'être une entreprise pour avoir tous les prix parce que c'est déjà un peu plus... et je mets des pincettes à ce mot, un peu plus prestigieux, parce qu'une association par définition, je pourrais me répondre à ça, mais c'est peut-être... quand on dit un média associatif, ça ne donne pas l'image d'un média professionnel avec des gens qui sont en permanence là-bas. Ça donne plus l'impression de bénévoles qui sont là ponctuellement. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti au fur et à mesure du développement du projet, où on avait l'impression de ne pas être pris au sérieux en étant en association. Et aujourd'hui, on est une entreprise, une SAS, certes, mais avec des statuts type ESUS.
donc entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui permet de mettre des garde-fous à pas mal de choses. Et donc d'être très proche du modèle associatif. Ouais, pour les associations, en fait, il y a beaucoup d'écoles, même NYU Paris est une association, l'Alliance française est une association. Et puis en ce qui nous concerne, en fait, le principal, c'est notre fonction qui est d'être une école. Et le fait d'être une association, ça nous permet aussi d'avoir des dons, puisqu'on est d'intérêt général, donc c'est quelque chose d'important. Les dons, aussi bien parce que ça permet de mobiliser les gens, et l'enjeu est tel que c'est important, et puis ça fait vraiment partie aussi de notre modèle, quoi. C'est très cliché de dire ça, mais quand même de notre ADN. On est né parce que les gens ont fait en sorte que ce soit le cas. Donc c'est très important de permettre aux gens de continuer de participer à la vie, maintien en vie de TOT. Évidemment, on fait un travail énorme de recherche de fonds et tout ça, et qui fonctionne pas trop mal, mais ça fait vraiment partie, quoi. Judith, Martin, Louisa, merci infiniment pour vos témoignages.